Vous êtes toujours dans la Côte Imo, votre rendez-vous immobilier sur Bismart et Radio Imo. Nous avons à présent le plaisir de recevoir Léo Guy de Narcy. Bonjour Léo Guy de Narcy. Bonjour. Bienvenue dans la Côte Imo. Vous êtes critique d'art, mais vous êtes également responsable du Centre d'art de Londe à Vélizy. On va se poser ensemble la question de la considération. Comment considérer les grands ensembles urbains? Et on va se demander s'ils peuvent être considérés comme des œuvres architecturales. Alors la question peut faire sourire parce que généralement, quand on se balade devant des grands centres, des grands ensembles urbains, ils dénotent pas forcément par leur beauté. En tout cas, c'est la vision grand public du sujet. Vous avez peut-être une vision un peu différente sur le sujet, Léo Guy de Narcy. Oui, alors je pense que si la question doit être est-ce que ça peut être des œuvres d'art, c'est dans tous les cas des œuvres qui font partie de nombreuses œuvres d'art. C'est des œuvres avec lesquelles on vit aujourd'hui une histoire visuelle qui nous accompagne. Et en ce sens, ce que l'on a cherché à démontrer dans l'exposition Les Grands Ensembles, justement, ou encore dans l'ouvrage qui l'accompagnait, c'est comment est-ce que cette histoire visuelle des grands ensembles est également une histoire qui accompagne la modernité artistique. Si on prend pour point de départ Le Corbusier, ou effectivement cet homme de Vitruve, qui est le modulor, qui a permis de construire ensuite l'ensemble des grands ensembles, justement, jusqu'à des œuvres plus récentes dans les années 80 ou 90, moment où l'objet grand ensemble est devenu un symbole même de la création artistique à travers certains phénomènes de société comme la haine ou encore comme l'émergence du hip-hop et du rap français. Cette histoire des grands ensembles... Ça, c'est le côté positif, on va dire, des grands ensembles. Hein. Ouais, voilà. Oui, artistique. Ouais, non, mais je veux dire, pour avoir grandi à Vénissieux, aux Minguettes... et à la Duchère, à Lyon, c'est la partie enchantée, j'allais dire, des grands ensembles, effectivement, l'émergence de courants artistiques, du graphisme, du graffiti, effectivement, qui est devenu maintenant un street art inclus. Mais le corollaire des grands centres urbains a été beaucoup caractérisé par l'enclavement aussi. Oui, et justement, quand on regarde cette histoire donc, lyonnaise, qui est ô combien emblématique dans l'histoire des grands ensembles, notamment de ces premières révoltes urbaines qui sont nées dans cette région de France, on regarde qu'en corollaire, le travail, par exemple, d'un photographe comme Mohamed Bourouissa, dont la série Périphérique, qui a été acquise très rapidement dès 2005 par la Cité de l'Immigration, traduisait aussi dans sa présentation et dans sa mise en image de ce que devaient devenir les émeutes justement de 2005. En ce sens, les artistes ont toujours été précurseurs dans le regard qu'ils pouvaient poser sur les grands ensembles. Cette série Périphérique qui raconte aussi le parcours d'un photographe depuis le périphérique jusqu'à un travail d'éloignement aussi de ce centre, parce que l'histoire des grands ensembles, c'est aussi quand même intrinsèquement un rapport centre-périphérie, notamment dans les arts visuels. Raconter déjà en amont des émeutes de 2005 ce qui devait advenir, pour avoir ce côté, comme je le disais, visionnaire du travail, même dans ses aspects les plus négatifs, comme vous les soulignez. Oui, c'est vrai que pardonnez-moi, mais ce sont des aspects qui sont intéressants dans la vision de la cité. Je prends, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites parce que, en fait, vous réenchantez dans la conception, même abstraite. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas qui est le philosophe qui disait que la culture est une nécessité futile, nécessaire à l'esprit. Vous réenchantez finalement ce qui n'est pas par nature. Parce que vivant à l'intérieur de ces grands ensembles, on a une impression d'avoir une espèce de prison à ciel ouvert dans lequel on ne sort pas. D'ailleurs, c'est Roland Castro, un architecte connu, qui avait plaidé pour le désenclavement justement de ces grands ensembles. Et en même temps, vous avez raison, parce qu'effectivement, in fine, ce qui apparaissait comme laid, comme pas très beau, a laissé émerger finalement une espèce de culture urbaine qui finalement commence à avoir des aspérités extrêmement intéressantes à analyser. Donc je comprends bien le versant de tout cela. Et ceci étant dit, je pense qu'il est aussi toujours important de rappeler que la terminologie grands ensembles, elle est toujours étonnante quand on la regarde même dans le détail. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu vaste comme un programme politique qui n'en serait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, grand ensemble? Oui, les grands ensembles avaient été créés dans les années 60 pour loger 2 millions de rapatriés dont on ne savait pas quoi faire. Voilà. Mais évidemment. C'est une réponse collective à une situation de crise. Il y a un urbanisme triomphant des années 70. Et quand on regarde la question de la conservation, l'exposition qui s'est tenue à Vélizy-Villacoublay... Oui, c'est ça que vous voulez mentionner. Vous avez réalisé une exposition sur le sujet où vous avez mis en fait en exergue finalement les projets artistiques dans le bâti et notamment dans ces grands ensembles. C'est ça. Et quand on regarde en fait les niveaux de conservation, si on voit le Point du Jour à Boulogne,
Meudon-la-Forêt ou encore Vélizy-Villacoublay, qui portent en son centre un grand ensemble, il n'y a absolument rien à voir avec ce que l'on pourrait appeler le prisme 93 ou encore des Quartiers Nord de Marseille. C'est-à-dire qu'à la terminologie grands ensembles, finalement, répond une pluralité de significations énorme, pluralification de lieux, là où finalement le dénominateur commun le plus évident pour des problématiques sociales comme celles que vous soulignez serait plutôt des quartiers politiques de la ville. Mais aujourd'hui, on va continuer à les traiter par le cas de grands ensembles et par effectivement cette terminologie qui rappelle en elle-même, dans son terme, quelque chose de commun autour d'enjeux sociaux, chômage endémique de masse, problème d'insalubrité, problème par rapport également aux bailleurs sociaux. Justement, accès à l'éducation qui est bridé dès l'origine. C'est ça, contournement des cartes scolaires et tout ça. Voilà. Alors ça, c'est j'ai envie de dire, des sujets qui sont d'aujourd'hui, mais d'hier également. Aujourd'hui, on a des sujets sociaux qui sont évidemment toujours présents, même massivement présents. Vous le rappelez souvent, Sylvain, dans la Cotimo. On a également un sujet énergétique, transition énergétique, écologie. Là, les grands ensembles aussi doivent ou peuvent faire leur mue pour aller apporter une réponse supplémentaire d'un côté social et de l'autre écologique. Alors, bien qu'étant comme tout citoyen extrêmement concerné par la question écologique, le critique et commissaire d'exposition que je suis n'aurait aucune légitimité. Non, mais l'expert en grands ensembles peut avoir une idée du sujet. Non, ceci étant dit, il y a un point qui est extrêmement intéressant dans le cadre des programmes de rénovation, et notamment les grands programmes en rue qui ont accompagné l'émergence des grands ensembles et qui ont permis aux arts visuels de se développer par un biais que l'on n'aurait pas soupçonné au sein des grands ensembles, avec notamment sur la grande politique en rue qui s'est mise en place justement sur le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu cette idée, à travers le programme Borloo, de faire accompagner des politiques de rénovation urbaine par le biais notamment d'artistes dans le champ du visuel. Pourquoi ? Parce qu'on s'était rendu compte que les grands programmes de rénovation précédents étaient des échecs relativement complets parce qu'il y avait de la part des habitants un rejet de chantiers qui étaient extrêmement rapides, des problèmes aussi sociaux liés à des trafics qui peuvent être en place et où effectivement l'implantation d'artistes, le travail d'artistes plasticiens sur le bâtiment lui-même en préfiguration de ce que devait être un programme de rénovation permettait justement d'agir sur l'acceptabilité sociale de ces rénovations urbaines. Donc l'amélioration artistique du bâtiment améliore la qualité de vie du bâtiment et voire même les échanges au quotidien. Pas du tout, c'est là où, mais là où l'axe était peut-être plus intéressant, c'est que l'idée était plutôt de réussir à recréer du commun autour de projets collectifs au sein des grands ensembles. C'est là où on rentre dans une démarche d'un schéma participatif, aujourd'hui assez cher aux politiques, et notamment dans le cadre des politiques de la ville, et donc on demandait aux artistes finalement, par un biais, j'ai accompagné un programme comme celui-là, de jouer le rôle que le bailleur n'était plus en capacité de jouer, c'est-à-dire de créer des démarches collectives au sein du bâtiment. C'est la symbolique d'une démission totale à la fois des politiques publiques, parce que, alors moi j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que vous donnez aux usagers une vision proposée, si je peux m'exprimer ainsi, enfin, vous tentez de leur donner une vision proposée, différente de celle qui leur est prédestiné. Je m'explique. Les grands ensembles, normalement, ça se détruit. Il faudrait détruire les grands ensembles. Et ça, vous le savez déjà, puisqu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui préconisent la destruction des grands ensembles. Je peux vous en citer quelques-uns qui ont déjà été rasés. D'ailleurs, dans le quartier dans lequel, moi, personnellement, j'ai vécu, notamment la Duchère, il y a eu, dans le 9e arrondissement, une grande politique de destruction de ces grandes barres d'immeubles qui étaient délétères, et vous l'avez dit. Mais ce qui est intéressant dans votre vision, ce n'est pas le fait que vous preniez le grand ensemble en disant « il faut des grands ensembles pour faire de l'art », c'est que vous avez invité, finalement, l'art là où, quelque part, il ne pouvait pas prospérer. Et à la faveur, finalement, de conditions sociales diverses et d'origine sociale diverse, vous l'avez rappelé, chômage de masse, accès à l'éducation, problématiques de transport en commun qui enclavent et qui isolent les personnes, vous leur avez donné ces trucs. Je trouve que c'est un bilan extraordinaire. Justement, je pensais à celui que vous avez dans votre expérience, c'était aux Ateliers de la Cité, oui, à Marseille. Vous avez dressé l'inventaire d'actions qui ont été menées sur les 3 dernières décennies par des artistes dans l'environnement des logements sociaux. Vous avez fait ce travail. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan, si on devait faire le bilan ? En plus, alors, là où vous l'avez fait dans un lieu hautement symbolique aussi. Oui, le bilan est globalement, je ne sais pas si c'est forcément celui d'un échec, mais c'est celui d'une interruption. Et c'est là où effectivement la chose va être un peu désagréable, c'est-à-dire que personne n'a envie d'être celui qui va enterrer un programme d'action culturelle ou encore des programmes d'action culturelle.
En l'occurrence, le problème est, comme de nombreux d'ailleurs projets culturels, la question de la précarité des artistes plasticiens qui y interviennent, la précarité aussi des projets en eux-mêmes, qui sont en général là où il faudrait un programme sur 10 ans, des programmes qui vont durer une ou deux années. Et le bilan est qu'effectivement, il y a un appétit des artistes plasticiens, parce que, encore une fois, se confronter au grand ensemble, c'est aussi se confronter à ce symbole de la modernité né au même moment que l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il y a aussi un lieu d'expérience voilà, il y a aussi cette idée que finalement, si on considère que l'art contemporain est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les grands ensembles aussi, c'est-à-dire que c'est un peu le jumeau architectural de la discipline, et aussi celui d'une attente des habitants. Après, ce serait peut-être un petit peu long à développer ici, mais il y a aussi toute cette problématique du participatif qui, dans le champ de la création contemporaine, comme dans le champ du politique, comme partout, est en général quelque chose que l'on va attendre, que l'on va réclamer. Et quoi de plus difficile à saisir et à comprendre que qu'est-ce que c'est que le public d'une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est que celui qui va y participer, qu'est-ce que c'est que celui qui l'accompagne, est-ce que ce sont toujours les mêmes, est-ce qu'un passant fait partie des publics, est-ce que le simple usager fait partie du public ou des participants, et ça, on n'a pas forcément la réponse directement. Merci beaucoup Léo Guy-Denarcy. On ne pourra pas aller plus loin dans la discussion malheureusement aujourd'hui, mais c'était un plaisir de vous avoir en plateau. Je rappelle que vous êtes critique d'art et responsable du Centre d'art de Londe à Vélizy. C'est la fin du coup de la Côte Imo, c'est la fin de cette édition, mais c'est surtout la fin de la première semaine de la Côte Imo. Sylvain Lévy-Valency, on peut se féliciter de cette première semaine de la Côte Imo. Un plaisir de l'avoir co-animé à vos côtés. Absolument, et la promesse que l'on s'est faite, puisqu'on est maintenant entré en vitesse de croisière, pour toutes et tous, vous qui nous regardez, c'est justement de vous donner à la fois une vision de l'immobilier, du logement, mais pas que, de la fabrique de la ville, de l'urbanité, avec tout ce qui en ressort. Et je pense que le pari est plutôt bien parti. Merci Nicolas. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain, une émission de la Côte Imo consacrée à tous les sujets PropTech, innovation dans l'immobilier. À lundi prochain.